Chaque semaine, j'envoyais 400 € par virement, pour que mes parents puissent se détendre. Mais le jour où mon fils a eu 7 ans, ils n'ont pas assisté à sa fête. Quand j'ai appelé, maman a dit « Nous célébrons les vrais petits-enfants ». Mes mains tremblaient, pendant que je fermais chaque compte partagé. Moins d'une heure plus tard, papa était dehors, en train de tambouriner à ma porte. Chaque vendredi matin, réglé comme une horloge, j'envoyais 400 € sur le compte de mes parents. Aucune question n'était posée, aucun remerciement n'était fait. C'était tout simplement normal, pour eux. Mon mari était décédé 3 ans plus tôt, dans un accident de voiture, me laissant seul avec notre fils de l'époque, Mason, âgé de 4 ans. Je cumulais 2 emplois, et je réussissais tout de même à nous maintenir à flot. Mais d'une manière ou d'une autre, mes parents, qui étaient à la retraite, en bonne santé, et sans enfants à charge, à part mon frère et moi, m'avaient convaincu qu'ils avaient besoin de mon aide, pour profiter de la vie sans stress. Ils avaient vendu leur maison 5 ans plus tôt, pour s'installer dans un appartement de luxe, au centre-ville. Électroménager flambant neuf, portier, salle de sport, et piscine sur le toit. Ils appelaient cela leur montée en gamme, amplement méritée. J'ai gobé cette histoire pendant 2 ans. J'ai gobé toutes les histoires qu'ils m'ont racontées. Maman disait qu'ils avaient besoin d'aide, pour payer les charges de copropriété. Papa prétendait que sa pension de retraite suffisait à peine, pour faire les courses. Et quand ils partaient en croisière, ou qu'ils achetaient de nouveaux téléphones, je me persuadais qu'ils avaient dû trouver des promotions. Je voulais y croire. Vraiment. Mais des fissures sont apparues, l'année dernière. Mason a eu une pneumonie, aux alentours de Noël. Je dormais sur une chaise d'hôpital, et je tenais à peine le coup. Quand je les ai appelés, juste pour les tenir au courant de la situation, ma mère a décroché, et m'a demandé si je pouvais transférer l'argent un jour plus tôt, pour qu'ils ne soient pas dérangés pendant leur petite escapade. Ils partaient à Vaille, pour un séjour au ski. Pendant ce temps, moi, je rationnais mes jours de congés payés, et je priais pour que les antibiotiques fassent effet rapidement. Alors, j'ai viré l'argent. J'étais tellement absorbé par ma propre survie, que je n'avais pas la force de les affronter. Mais les choses ont changé, cette année. J'ai commencé à remarquer la quantité de leurs publications Instagram, qui provenaient de restaurants chics et de dégustations de vin. Pas une seule photo de Mason, alors qu'il est leur unique petit-fils. Ils ne commentaient jamais les photos que je leur envoyais, ne faisaient jamais d'appels vidéo, ne demandaient jamais s'il avait besoin de quoi que ce soit. J'ai commencé à me demander ce qu'ils pensaient vraiment de nous. Puis, le 7e anniversaire de Mason est arrivé. Nous l'avions prévu pour un samedi. Barbecue dans le jardin, et château gonflable. Mon frère et sa femme sont venus, ainsi que des amis de l'école, et même ma tante Lisa a pris l'avion, depuis Seattle. J'avais envoyé un texto à mes parents la semaine précédente, puis un autre, 3 jours avant. Aucune réponse. Le matin de la fête, je suis tombé sur leur messagerie vocale. Ils ne sont pas venus, et n'ont même pas envoyé de carte. Une fois que tout le monde fut parti, je me suis assise sur le canapé, en fixant les restes du gâteau. Mason dormait à l'étage, et je les ai rappelés. Maman a fini par répondre. Nous ne faisons plus ce genre de choses. C'est ce qu'elle a dit. Quand j'ai demandé de quel genre de choses elle parlait, elle a répondu, les fêtes d'enfants. Puis, elle a ajouté, nous célébrons les vrais petits-enfants. Il m'a fallu une seconde pour réaliser. Vrais petits-enfants? Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Je lui ai demandé de s'expliquer. Elle a répondu qu'il était temps d'arrêter de faire semblant, et que Mason n'avait jamais vraiment été de leur sang. Puis, elle a raccroché. Je suis resté là, le téléphone toujours collé à l'oreille. Mon cœur battait la chamade. Le père de Mason est mort, et mes parents avaient toujours prétendu l'aimer. Ils avaient accepté Mason à sa naissance, n'est-ce pas? Apparemment, non. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à mon ordinateur, et je me suis connecté à tous nos comptes partagés, l'épargne, le forfait téléphonique familial, et une carte de crédit avec des points de voyage. J'avais été assez stupide, pour m'engager comme co-emprunteuse avec eux. Un par un, je les ai fermés. J'ai transféré l'argent hors du compte d'épargne, j'ai bloqué la carte de crédit, et j'ai annulé le virement du vendredi suivant. C'était fait. Mais moins d'une heure plus tard, j'ai entendu des coups violents sur la porte d'entrée. C'était mon père,
le visage rouge, hurlant mon prénom comme un forcené. Ma main tremblait, pendant que je verrouillais la porte, et que j'éloignais Mason de la fenêtre. Je n'avais aucune idée, que les choses étaient sur le point d'empirer. Il frappait si fort, qu'on aurait dit qu'il essayait de s'introduire de force. Mason s'est agrippé à ma main, confus et effrayé, en chuchotant « C'est qui ?» Je l'ai tiré derrière moi, et je lui ai dit de monter à l'étage, pour regarder un dessin animé. Il n'a pas discuté. J'ai entendu ses petits pieds dévaler l'escalier vers le haut, alors que la voix de mon père résonnait à travers la porte. « Allison, ouvre cette foutue porte. » Je suis resté figé. Pas parce que j'avais peur qu'il entre, mais parce que je ne m'attendais pas à entendre une telle rage de la part de mon père. Il avait toujours été le plus posé, suffisant et passif-agressif, mais jamais bruyant ni enclin à la confrontation. Mais là, il piétinait mon paillasson, en crachant des accusations à plein poumon. « Tu crois que tu peux nous couper les vivres, après tout ce que nous avons fait pour toi ?» Mes mains tremblaient. J'ai doucement tourné le verrou de sécurité. Même s'il était déjà enclenché. Je ne savais pas de quoi il était capable. J'ai reculé, j'ai attrapé mon téléphone, et j'ai commencé à filmer. Je voulais des preuves. Quelque chose me disait que ce ne serait pas la dernière fois. Il ne s'arrêtait pas de crier. Il disait que j'étais égoïste, que maman était dévastée, et que j'étais en train de détruire la famille. Il m'a traité d'ingrate, à plusieurs reprises. Il disait que je les punissais, parce que j'étais jalouse de leur train de vie de retraité. Cette partie m'a presque fait rire. Il m'avait convaincu qu'il joignait difficilement les deux bouts. Et maintenant, il criait à propos de son train de vie, comme si je venais de lui confisquer un yacht. Puis, il a dit une chose, qui m'a noué l'estomac. « Tu crois que tu peux nous effacer de ta vie, et garder notre argent ?» Notre argent ? La façon dont il l'a dit, c'était comme si tout ce que je leur avais donné, faisait partie d'un contrat. Comme si je leur devais un abonnement à vie à mon compte bancaire, juste parce qu'ils m'avaient élevé. J'ai appelé Jake. Il a décroché tout de suite, et a demandé ce qui se passait. Je n'ai même pas eu besoin de beaucoup expliquer. Je lui ai juste dit, que papa était dehors en train de hurler, et que Mason était terrifié à l'étage. Je lui ai répété ce que maman avait dit au téléphone, sur le fait que Mason n'était pas un vrai petit-fils. Il y a eu un silence. Ils ont dit ça ? La voix de Jake a baissé d'un ton. J'entendais bien, qu'il était déjà dans sa voiture. 10 minutes plus tard, je l'ai vu se garer. Il n'a même pas jeté un regard à papa, il l'a simplement ignoré, et a frappé à ma porte. Je l'ai laissé entrer. Il m'a serré fort dans ses bras, puis a regardé autour de lui, en demandant où était Mason. Je lui ai dit qu'il était en haut, probablement en train de regarder la télé. Jake est ressorti. Je suis resté près de la porte, mais je ne l'ai pas ouverte en grand. J'ai observé par l'entrebâillement, pendant que Jake affrontait papa. « Tu dois partir, tout de suite. » Papa a ri, comme si Jake en faisait tout un drame. « Je suis sérieux, » a repris Jake. « Tu fais peur à Mason. Si tu ne pars pas, on appelle les flics. Tu prends son parti à elle ?» La voix de papa s'est brisée. Jake n'a rien répondu. Il s'est contenté de le fixer, jusqu'à ce que papa lève finalement les bras au ciel, et parte en trombe, en marmonnant à quel point nous étions ingrats tous les deux. Je l'ai regardé disparaître au bout de l'allée, et j'ai enfin expiré. À l'intérieur, Jake et moi nous sommes assis à la table. Je lui ai montré l'historique de mes virements. Chaque paiement de 400 €, envoyé toutes les semaines, depuis 2 ans. Je lui ai montré les textos envoyés pour la fête de Mason, ceux que maman avait ignorés. Ils m'ont dit qu'ils étaient fauchés, a-t-il lâché. C'est pour ça que je leur ai donné 10 000 € l'année dernière. 10 000 ? Ouais, ils ont dit qu'ils devraient vendre leur voiture, si je ne les aidais pas. Nous nous sommes dévisagés, en silence. Puis, il a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je veux récupérer cet argent. La totalité. Et je t'en donnerai la moitié. Cet argent était censé être pour la famille, pas pour des croisières, ou des week-ends au spa. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas, ce que je devais ressentir. Mais, pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sentais plus seul, face à cette situation. Ce soir-là, Mason est descendu en pyjama,
et a demandé si grand-père était parti. J'ai hoché la tête. Il m'a demandé pourquoi il criait. Je ne savais pas comment lui expliquer que les gens qui m'avaient élevé n'étaient pas les personnes que je croyais. Certaines personnes ne savent pas comment être gentilles, même quand on les aime, ai-je répondu. Il y a réfléchi une seconde, puis a dit, « Je suis content que tonton Jake soit venu. » Moi aussi, lui ai-je répondu. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Il n'allait pas lâcher l'affaire, aussi facilement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 22 appels en absence. 12 de maman, 6 de papa, et 4 provenant de numéros que je ne connaissais pas. Il y avait aussi 3 longs emails, qui m'attendaient dans ma boîte de réception. Tous venaient de maman, et chacun était plus dramatique que le précédent. Elle disait que je les avais humiliés, que j'avais rendu mon père physiquement malade de stress, que Jake avait manqué de respect à la famille, en devenant un traître. Et, pour finir, qu'ils n'arrivaient pas à croire que j'ai pu voler leur fonds de retraite. Leur fonds de retraite. C'est comme ça qu'elle qualifiait le compte d'épargne, que j'avais ouvert à mon nom, et sur lequel je les avais ajoutés. Elle écrivait que je lui avais brisé le cœur, que je n'avais aucune idée de la difficulté d'élever un enfant seul. Elle m'accusait de monter maçonne contre eux, et de le détruire psychologiquement, en lui remplissant la tête de poison. J'avais envie de hurler, de pleurer, ou de rire. Tout, sauf rester assise là, à lire ces mots, comme s'ils avaient encore une quelconque importance, aujourd'hui. Jake est passé à la maison, plus tard dans la journée. Il a apporté une nouvelle boîte de Lego Amazon, et m'a prise à part. Il m'a dit qu'il avait appelé maman, et qu'il avait réclamé ses 10 000 €. Elle m'a dit de la traîner en justice, m'a-t-il confié. J'ai cligné des yeux. Elle a dit ça? Ouais. Elle a dit, si je les voulais vraiment, je pouvais les poursuivre devant le tribunal des petites créances. Elle a ajouté, toi et moi, nous essayons de les détruire, parce que nous sommes aigris d'appartenir à la classe moyenne. La classe moyenne, ai-je répété. J'ai haussé les sourcils. Apparemment, c'est devenu une insulte, maintenant. Nous nous sommes tous les deux assis. Il m'a expliqué qu'il avait déjà parlé à un ami avocat, rencontré à l'université. Techniquement, il pouvait récupérer l'argent, car il y avait une trace écrite par email, et il avait bien l'intention d'essayer. Puis, il m'a appris autre chose. Maman et papa avaient dit à tante Lisa de ne pas venir à la fête de Maçonne. Il lui avait dit que ce serait gênant, à cause de tensions familiales. C'est pour ça qu'elle avait l'air si perdue, en arrivant ici. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Il lui avait menti, à elle aussi. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais été tellement absorbé par ma propre déception, que je n'avais pas mesuré l'ampleur de la situation. Il manipulait la perception de tout le monde, nous faisant passer, Jake et moi, pour des enfants ingrats, tout en récoltant la sympathie pour eux-mêmes. Jake m'a tendu un morceau de papier plié. C'était un relevé bancaire imprimé, un compte joint à leurs deux noms. Ils avaient plus de 96 000 €, qui dormaient dessus. Aucune dette, aucune hypothèque, aucune raison d'avoir besoin de l'un de nous. J'ai senti quelque chose se tordre, à l'intérieur de moi. Ce n'était ni de la colère, ni un sentiment de trahison, mais de la pure humiliation. J'avais sacrifié des choses, pour eux. De vraies choses. Des voyages que Maçonne voulait faire. Une meilleure voiture. Une intervention dentaire, que j'avais repoussée 2 fois. Et pendant tout ce temps, il me mentait. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais même pas envie. Jake m'a regardé et a dit, s'ils essaient de revenir, appelle-moi. Ne les gère plus toute seule. Plus jamais. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, d'un numéro masqué. Je l'ai laissé sonner, jusqu'au répondeur. Salut, Allison. C'est maman. Sa voix était plate. Répétée à l'avance. J'espère que tu es contente du bazar que tu as créé. Si tu veux t'excuser, nous envisagerons de t'écouter. Sinon, ne t'attends pas à être la bienvenue, pour Thanksgiving. Tu pourras fêter ça, avec ta fausse famille. C'est à cet instant précis, que j'ai su. Il n'allait plus jamais revoir Maçonne. Il cherchait une réaction. Il voulait que je rampe vers eux, en suppliant. Mais il n'avait aucune idée, de la personne que j'étais devenue. Il m'avait appris à me protéger.
Ils ne s'attendaient simplement pas à ce que j'utilise un jour ces leçons contre eux. La semaine suivante, les choses se sont calmées. C'était trop calme. Aucun appel, aucune visite surprise. On aurait presque dit qu'ils avaient baissé les bras. J'ai commencé à baisser la garde, en me concentrant sur mon travail, sur les projets d'école de maçonne, et je me suis même permis de profiter de quelques soirées paisibles. Jake restait en contact étroit, et il m'a dit que son ami avocat avait entamé la procédure pour récupérer les 10 000 €. Malgré tout, une part de moi s'attendait au pire. Cela n'a pas été long. Le vendredi matin, le jour où j'avais l'habitude de faire mon virement, j'ai ouvert mon application bancaire pour vérifier le paiement d'un client. Tout en haut, il y avait une nouvelle transaction. Un retrait de 1 200 € depuis le compte d'épargne. Celui que je pensais avoir fermé. Je me suis figé. J'avais bien transféré les fonds ailleurs, et j'avais appelé la banque. Mais apparemment, je ne les avais pas retirés de la liste des cotitulaires, et ils avaient trouvé un moyen d'y accéder. J'ai immédiatement appelé la banque. Après 2 heures d'attente, et d'échange avec un conseiller, j'ai eu la confirmation. Le compte était, techniquement, toujours ouvert. Et comme je n'avais pas officiellement révoqué leur accès, ils en avaient parfaitement le droit, sur le plan légal. J'ai raccroché, et j'ai appelé Jake. Avant même que je puisse finir de lui expliquer, il a dit, « Il faut que tu vois ça. » J'arrive. Quand il est arrivé chez moi, il m'a tendu une pile d'enveloppes. Il avait récupéré le courrier dans la boîte aux lettres de l'immeuble, celle qu'il partageait avec nos parents, à l'époque où il vivait là. L'une d'elles lui était adressée, et provenait d'une agence de recouvrement. Ce n'était pas sa dette, mais celle de nos parents. À l'intérieur, il y avait un avis de retard, concernant un prêt privé non remboursé, qu'ils avaient souscrit 2 ans plus tôt, à leurs 2 noms. Solde total, 38 000 €. Le prêteur était une obscure société de crédit à la consommation, connue pour ses prêts d'urgence, à des taux d'intérêt exorbitants. Jake m'a dit, je crois qu'ils ont utilisé mon nom, comme référence. C'est comme ça qu'ils m'ont envoyé la lettre. Nous avons commencé à recoller les morceaux. Ils n'étaient pas fauchés, mais ils dilapidaient leur argent, à une vitesse folle. Croisière, shopping, clinique médicale privée. Et pas pour des urgences, mais pour des interventions esthétiques. Ma mère avait subi une sorte de chirurgie faciale à Miami, l'année dernière. Je me souvenais qu'elle avait prétendu que c'était le cadeau d'une amie. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis un bon moment, mais au lieu de s'arrêter, ils s'étaient accrochés à la bouée de sauvetage la plus proche, Jake et moi. Ce week-end-là, j'ai déposé une contestation officielle auprès de la banque, et j'ai tout bloqué, pour de bon cette fois. J'ai également modifié les contacts d'urgence de l'école de maçonne. Je leur ai dit qu'en aucun cas, mes parents ne devaient être autorisés à venir le chercher. Puis, le dimanche, ils ont de nouveau débarqué. Cette fois, ils étaient tous les deux. Je les ai d'abord aperçus par la fenêtre. Ma mère portait ses lunettes de soleil géantes, les bras croisés, et papa portait un énième polo de golf, le visage déjà écarlate. Je n'ai pas ouvert la porte. Jake est arrivé, 5 minutes plus tard. Je ne l'avais même pas appelé. Il avait juste eu un pressentiment. Ils ont commencé à hurler, en l'accusant de m'avoir volé à eux. Ils criaient qu'il me manipulait, et que je m'étais retourné contre mon propre sang. Papa a exigé qu'on lui rende les 12 200 €, en agissant comme si cet argent lui revenait de droit. Maman a hurlé que, si je ne voulais plus faire partie de la famille, très bien, mais que je ne pouvais pas emmener Mason avec moi. C'est là que Jake a perdu son sang-froid. Il s'est interposé entre eux et la porte, et a dit, si vous osez encore parler de lui prendre son enfant, je vous jure devant Dieu. Ils se sont tus. Même mon père a paru surpris. Et là, de manière totalement inattendue, Mason est descendu, et a regardé par la fenêtre. J'ai vu son visage se décomposer. Il a couru pour remonter à l'étage. Je l'ai suivi, et quand je l'ai rattrapé, il était caché dans le placard, les mains plaquées sur les oreilles. C'en était trop. Je suis redescendu en courant, j'ai ouvert la porte pendant une seconde, et j'ai prononcé la seule chose que j'avais à dire, vous n'avez pas le droit d'effrayer mon fils. Partez de chez moi. Et ne revenez pas. Ma mère a essayé de répondre, mais j'ai fermé la porte. Jake est resté avec nous, cette nuit-là. Aucun de nous n'a beaucoup parlé, mais le matin venu,
il a passé un appel. Pas à un avocat, mais à sa banque. Il avait décidé de déposer une mise en demeure officielle, pour récupérer ses 10 000 euros, mais il a aussi fait autre chose. Il a contacté la société de crédit, qui avait accordé le prêt à nos parents, et il a proposé de racheter leurs dettes, à titre privé. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je demandé. « Je m'assure qu'ils retiennent la leçon », m'a-t-il répondu. Ils ne nous ont jamais appris à fixer des limites, alors maintenant, on va leur montrer à quoi ressemblent de vraies conséquences. Ils voulaient la guerre. Ils vont l'avoir, mais selon nos propres conditions. Je ne savais même pas qu'on pouvait racheter la dette de quelqu'un, jusqu'à ce que Jake me l'explique. Il s'était renseigné sur tout, les lois, les failles juridiques, la procédure. Cette obscure agence financière était ravie de se débarrasser du prêt. Peu leur importait qu'il achetait, tant que quelqu'un leur remboursait la majeure partie de la somme due. Jake a négocié le montant à 31 000 euros, et il a signé les papiers, le lendemain. Désormais, au lieu de devoir de l'argent à une entreprise sans visage, nos parents étaient endettés envers Jake. Il n'en avait pas la moindre idée. Il a attendu que tout soit finalisé. Ensuite, il leur a envoyé la lettre. Elle était courte et brutale. Elle stipulait que la créance avait été transférée, et que le nouveau créancier attendait le remboursement. Et tout en bas, il l'avait signé de son nom complet. Je ne savais pas à quelle réaction m'attendre. Des cris, des menaces, des supplications. Mais ce fut tout à fait autre chose. Le silence total, pendant une semaine entière. Aucun appel, aucun email, aucune visite à l'improviste, rien. Puis, Jake a reçu une lettre manuscrite, de la part de maman. Elle écrivait qu'elle n'arrivait pas à croire, qu'il puisse s'abaisser à un tel niveau. Elle disait qu'il n'était plus son fils, que je l'avais empoisonné, et que notre famille se portait très bien, jusqu'à ce que nous décidions de nous rebeller. C'étaient des pages entières de pur délire. Pas un seul mot d'excuse, juste des justifications, des tentatives de culpabilisation, et la même vieille manipulation de toujours. Elle affirmait que Mason grandirait en me détestant, que nous allions amèrement le regretter, et que nous n'avions aucune idée de ce qu'était un vrai sacrifice. Jake l'a lu une fois, puis l'a jeté. Nous n'en avons plus jamais reparlé, par la suite. Que pouvions-nous dire de plus? La vengeance n'était même pas satisfaisante. Elle semblait juste nécessaire, comme lorsqu'on ampute un membre, pour empêcher une infection de se propager. Mais nous n'avions pas encore terminé. Jake a retiré 10 000 euros de ses économies, et me les a donnés en liquide. Au départ, c'était ton argent, a-t-il précisé. J'ai essayé de refuser, mais il ne m'en a pas laissé le choix. Il a expliqué qu'il préférait que Mason en profite, plutôt que de le voir pourrir dans un appartement de luxe, où tout le monde se moquait de son existence. Nous en avons utilisé une partie, pour réparer la voiture. Le rendez-vous chez le dentiste de Mason a été reprogrammé. Je lui ai acheté un télescope, qu'il réclamait depuis des mois. Non pas par culpabilité, mais par pure joie. Voir son visage s'illuminer, lorsqu'il a observé la lune à travers la lentille, m'a permis de redevenir moi-même. Je me sentais comme un vrai parent, comme si je n'étais plus simplement en train de survivre. J'étais enfin en train de vivre. Mais 2 jours plus tard, Mason est rentré de l'école, avec quelque chose glissé dans son sac à dos, une carte. Elle venait de mes parents. Il l'avait déposée à l'accueil de l'école, en prétendant que c'était pour le garçon qui fêtait son anniversaire. À l'intérieur, il y avait une seule phrase. « Tu regretteras de lui avoir appris à nous détester. » Il n'y avait pas d'adresse de retour, aucune signature, juste la même écriture, que celle de la lettre de maman. J'ai vu rouge. J'ai conduit jusqu'à l'école, le lendemain matin, et je leur ai expliqué exactement ce qui s'était passé. Ils se sont excusés, encore et ont assuré que cela ne se reproduirait plus. J'ai mis à jour tous les formulaires de contact d'urgence, une fois de plus. J'ai même parlé à la conseillère d'éducation, et je lui ai tout raconté. Elle m'a promis de signaler la moindre tentative de contact. De retour à la maison, j'ai rassemblé toutes leurs photos, présentes dans la maison. Les photos de mariage, de naissance, les vacances en famille, absolument tous les souvenirs. J'ai tout mis dans un carton, et j'ai conduit jusqu'au garage de Jake. Il m'attendait, avec une bouteille de vin, et un petit brasero. Nous avons tout brûlé. Chaque photo, chaque faux souvenir, chaque mensonge. Ce soir-là,
Mason a demandé si papy et mamie reviendraient un jour. J'ai répondu par la négative, et il s'est contenté de hocher la tête. Puis, il a demandé si nous pouvions observer Saturne, avec son télescope. Nous sommes restés dehors, pendant près d'1 heure. Il n'arrêtait pas de dire qu'elle avait l'air de sourire. Et peut-être, juste peut-être, que c'était le cas. Le silence qui a suivi, m'a semblé bien différent, cette fois-ci. Ce n'était pas le calme avant la tempête. C'était plutôt la fin d'un bruit de fond, avec lequel on a vécu si longtemps, qu'on finit par oublier qu'il ne devrait pas être là. Fini les cris, fini la culpabilité, fini les mensonges et les enveloppes suspectes. Pour la première fois depuis des années, j'avais enfin de l'espace pour respirer. Quelques jours après notre feu de joie, j'ai qu'à envoyer une dernière mise en demeure à nos parents. Elle indiquait qu'ils avaient 90 jours pour commencer à rembourser, faute de quoi, ils déposeraient un privilège immobilier sur leur appartement. Il n'y avait aucun langage émotionnel, seulement des termes précis, de la pure légalité. Ils n'ont pas répondu. Nous ne nous y attendions pas, de toute façon. J'ai emmené Mason faire un road trip, ce week-end-là, juste tous les deux. Nous avons conduit le long de la côte, nous avons dormi dans un petit motel bon marché, nous avons mangé de la pizza au lit, et nous avons chassé les coquillages sur la plage. Il m'a dit que c'était le meilleur week-end de sa vie. Je l'ai cru. C'était sans conteste l'un des miens, également. À notre retour, 2 messages vocaux nous attendaient, sur la ligne fixe de la maison. L'un de maman, et l'autre de papa. Maman disait qu'elle ne reconnaissait plus la femme, que j'étais devenu. Que j'avais laissé l'amertume et la jalousie, pourrir mon âme. Qu'elle espérait que j'élèverais Mason, mieux qu'elle ne l'avait fait pour moi. Celui de papa était plus mesuré. Il se disait déçu. Il ajoutait que la famille était censée pardonner. Et que j'avais brisé quelque chose, qui ne pourrait jamais être réparé. Je n'ai écouté aucun des 2 messages, jusqu'au bout. Je les ai supprimés tous les 2. J'ai changé de numéro de téléphone, le soir même. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à Jake, pour lui dire que j'en avais terminé avec eux. Pas sur un coup de tête temporaire, mais de façon permanente. Plus de compromis, plus de nouvelles, plus de seconde chance. J'avais offert 2 ans de soutien financier, d'innombrables sacrifices, et bien trop de morceaux de ma propre vie. Et en retour, ils m'avaient humilié, ils avaient rejeté mon fils, et ils avaient essayé de contourner chaque limite que je tentais d'imposer. Il n'y a pas de retour en arrière possible, a-t-il dit. Parfait. Puis, il a ajouté qu'il avait parlé à l'avocat, concernant la saisie immobilière. 3 semaines plus tard, il leur a signifié l'avis officiel. Ils ont débarqué une dernière fois. Je n'étais pas à la maison, mais Jake y était. Il m'a raconté plus tard, que papa était resté silencieux, pendant presque toute l'altercation. Maman a parlé pour 2. Des accusations, des reproches, le discours habituel, en somme. Elle a exigé de savoir où j'étais. Jake leur a répondu que j'avais fait mon choix, et qu'ils n'étaient plus les bienvenus. Elle s'est indignée, alors, c'est tout? Elle nous coupe les ponts, et elle se cache derrière toi. Jake n'a pas cherché à débattre. Elle a rétorqué, nous étions de bons parents. Et Jake a répondu, non, vous étiez simplement des parents. Il y a une différence. C'était la fin. Ils ne m'ont plus jamais contacté depuis. Pas un texto, pas une lettre, pas un message relayé par un cousin, absolument rien. J'ai vu une photo d'eux, il y a un mois, identifiée sur les réseaux sociaux de quelqu'un d'autre. Ils vivaient toujours dans ce même appartement chic, et portaient toujours des tenues de tennis assorties, comme s'ils venaient de débarquer d'une croisière. Mais ils avaient l'air plus vieux, plus petits, comme si quelque chose s'était ratatiné à l'intérieur d'eux. J'ai montré la photo à Mason, en lui demandant s'il se souvenait d'eux. Il l'a regardé une seconde, et a dit, c'est la dame qui a été méchante pour mon anniversaire, c'est ça? J'ai hoché la tête. Il n'a rien demandé d'autre, il est juste retourné jouer à ses Legos. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit, et j'ai réalisé que je ne ressentais aucune tristesse, aucune culpabilité, juste un immense soulagement. Mes parents ont disparu. Ils ne sont pas morts, mais ils sont partis, de la façon dont les gens s'en vont, lorsqu'ils choisissent de privilégier leur propre personne, encore et encore, au détriment des autres. Et ils ne me manquent pas. Ils ne me manqueront jamais.